cas, les personnes qui me contactent et qui sont, par exemple, en procédure, d'avortement ou qui sont en train de vivre le process, hem, j'observe qu'il y a un instinct de survie qui se met en place où il faut que ça aille vite, en fait. Je pensais être seule à avoir avorté plusieurs fois et j'ai été, contactée par, pas mal de personnes qui ont elles aussi avorté, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et ça m'a fait du bien parce que je me suis sentie vraiment moins seule. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. Salut, c'est Vivons la nuit. Tu te souviens, il y a quelques temps, je recevais Christelle du compte Insta Novi Post-IVG. Aujourd'hui, on va lui faire écho avec Solène du compte Insta Moi aussi j'ai avorté. Elle va te raconter sa manière de voir l'IVG, ce que la société lui a mis dans les dents quand elle a avorté elle-même, et la manière dont elle gère son compte, qu'elle dédie à la proposition de temps de parole, de temps d'échange et de partage d'expériences autour de l'avortement. Je te présente Solène, toute timide au début, mais fais-moi confiance, elle a des choses à dire, bien plus que son humilité veut bien l'avouer. Moving on. Someone told me that I could find it. I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. We still get over it. 'Cause when I look aside, she's always by my side. Bonjour Solène, Bonjour Doriane, comment tu vas? ça va bien, merci. Et toi? Ça va super. Je suis ravie de t'accueillir du coup sur Vivons la nuit. Oui, merci de m'accueillir. On va se parler de ton compte Insta notamment qui s'appelle Moi aussi j'ai avorté. Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu? Oui, donc j'ai créé le compte, Moi aussi j'ai avorté, après le premier confinement, je pense, donc en 2020. L'idée derrière, c'était, d'ouvrir la parole, en fait, autour de l'avortement, parce que j'ai avorté 3 fois et je me suis rendu compte, au fur et à mesure de mon parcours que, c'était un sujet qui était, très tabou et qu'il y avait peu d'endroits pour en parler, pour expliquer, pour déposer ce que j'avais vécu et donc je me suis dit: «OK, vu qu'il y a une espèce de mouvement de libération de la parole quand même ces dernières années, j'avais envie de contribuer en essayant d'ouvrir la parole autour de l'avortement pour, me déculpabiliser d'abord et si ça peut aider d'autres personnes à déculpabiliser ou en tout cas à mieux vivre, leur avortement, ce serait super. Ouais, donc dans un premier temps, c'était entre guillemets pour toi, même si bon, tu l'as déposé sur la scène publique, donc c'était pas que pour toi. Mais toi aussi, tu sentais que tu avais besoin de te déculpabiliser d'un truc? Je sais pas si je dirais si j'ai bien ou mal vécu, mes avortements parce que j'essaye de me détacher, de ces notions de bien et mal, D'accord. ou bien ou mauvais, mais en tout cas, ça a été des expériences, comme j'ai pu le dire sur mon compte, traumatisantes. Non pas par, l'acte en tant que tel, mais vraiment par le parcours, autour de l'avortement. D'accord. Ce qui m'a traumatisée, c'est, ne pas savoir qui appeler, tomber sur des sites, anti-IVG, les sites anti-choix. C'est, de faire face aux remarques, des soignants, de faire face, aux remarques, parfois de mes proches, à la complexité, d'avoir, plein de rendez-vous. Enfin, voilà, moi, le parcours, vraiment, ce qui m'a traumatisée, ouais, c'est de me dire, «OK, en France, c'est un droit, on peut avorter, mais c'est pas si facile que ça» et je m'y attendais pas du tout, quand ça m'est arrivé pour la première fois. Et du coup, quand ça m'est arrivé la seconde fois, puis la troisième fois, après c'est rajouté une vague de honte justement hyper forte. Hem, Comme je disais, notamment, tu vois, avec tous les discours, qu'on peut entendre sur, l'avortement doit rester exceptionnel, ça n'est pas anodin. Bah, quand ça t'arrive plusieurs fois, du coup, c'est plus exceptionnel. Donc si c'est plus exceptionnel, est-ce que c'est encore légitime d'avorter? Et là, tu vois, j'ai commencé à vraiment me sentir mal, en fait,
de ça et enfin de devoir avorter, plusieurs fois. Ouais, c'est le fait que ça soit représenté dans ta vie encore qui a ancré un peu le côté, «vécu difficilement» entre guillemets. Ouais, je pense que c'est le fait d'avoir eu recours plusieurs fois, à l'avortement qui a créé ou renforcé, en fait, ce sentiment de culpabilité. Même si, dès la première fois, j'ai ressenti qu'il y avait un tabou hyper fort autour de l'avortement et que c'était pas un sujet sur lequel, c'était commun d'échanger, de discuter, d'en parler, voilà. Que ça devait rester, vraiment, intime, privé, donc il y avait vraiment ce tabou. Mais la honte s'est vraiment construite au fur et à mesure, en fait. Est-ce qu'elle n'est pas venue se renforcer aussi avec, le fait de peut-être, je sais pas, tu me contres, hein, si c'est pas le cas, mais de t'être sentie peut-être illégitime de le vivre, difficilement, du fait que c'était la troisième fois ou la deuxième fois que tu le vivais? Est-ce que tu as reçu ce genre de, tu vois, de signaux où t'étais pas légitime de le vivre mal parce que, récurrence? Alors, je sais pas si j'ai reçu des signaux, sur ma légitimité. Par contre, les premières choses qui m'ont choquée, c'est, je pense, les remarques de mes proches, quand j'ai pu dire à certaines de mes amies, notamment que du coup, j'étais enceinte pour la deuxième fois. Comme elles connaissaient ma situation et que, c'était donc pas voulu, et que, probablement que j'allais, avoir recours à l'avortement. Elles m'ont dit, «Ah mais tu es super fertile, ah mais, va falloir, t'expliquer un petit peu, la contraception, pourquoi ça se reproduit?» Enfin, il y avait vraiment cette espèce de suspicion ou de questionnement autour de: «Ça se reproduit», tu vois? Une remarque vraim enfin, tu vois, j'ai trouvé ça hyper personnel au final de dire quand même, «Mais tu es super fertile», alors que enfin, je pense que ça n'a aucun rapport avec, ce que j'étais en train de d'annoncer, tu vois? Et hem et je pense que ça m'a touchée, le fait qu'on me dise qu'on va m'expliquer comment se servir de la contraception, que Il y a un côté infantilisant peut-être? ouais, ah ouais, hyper infantilisant. De me dire, c'est de ma faute, c'est pas moi qui ai su j'ai pas su gérer ma contraception, en fait, au final. Mmh. Puisqu'on veut m'apprendre, comment faire. Mais après personne ne demande non plus à mon partenaire, est-ce que lui l'a bien géré ou pas, tu vois? Oui, la charge contraceptive, qui est sur la femme tout le temps. Ah mais moi là, ça me rend folle, en fait. J'ai souvent cette réflexion de me dire, que dès qu'on parle d'avortement, on parle de contraception, tu vois? On a besoin de justifier que, les femmes qui avortent étaient sous contraception, que ça concerne 62 des personnes, hem, voilà, qui étaient sous contraception. Alors qu'en fait, pour moi, j'ai vraiment plus j'y réfléchis, plus je me dis: «Mais en fait, le problème, de tout ça, c'est plutôt la sexualité que la contraception. Parce que au final, à partir du moment où il y a une pénétration, entre, je sais pas si de quelle manière, enfin, est-ce que je peux parler crûment ou pas, tu vois? Mais, Si, 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 vas-y, entre vas-y, un tu peux. pénis et un vagin, pour le dire, voilà. En fait, à partir du moment où il y a pénétration entre, pénis et vagin, a priori, tu prends un risque puisque de toute façon, Totalement. aucune contraception n'est sûre à 100. Oui, c'est Donc clair. le risque, il émane de l'acte sexuel et non pas de la contraception. Mais comme pour moi, on vit encore dans une société hyper, puritaine, où, on a quand même ce faux semblant, en France d'être libéré de la sexualité, mais en réalité pas tant que ça. Parce que derrière, on vient encore, nous parler de contraception et jamais on parle de tu vois, ouais, de la «vraie cause» entre guillemets, de l'avortement, qui est en fait parce qu'on a eu un rapport pour avoir du plaisir et non pas pour enfanter. Voilà, Et mais que c'est une conséquence qui effectivement peut arriver, contraception ou pas. exactement. Mais contraception ou pas, en fait. Et c'est ça qu'on oublie de préciser et voilà, enfin, en tout cas, il y avait un médecin qui le disait aussi dans un super reportage, sur France 3 que ouais, l'avortement est plus une question de sexualité, de contraception, en fait. Le sexe étant un sujet tellement tabou, du coup, on le déporte sur la contraception, c'est ça? Pour moi, oui. Pour moi, le sexe est un sujet tabou et en tout cas, le sexe et encore plus le plaisir, hem, féminin. Parce que au final, si jamais je gardais cette grossesse
bah, tout va bien, tout le monde est content, c'est super, machin, tu vois? Il y a pas de la On se pose pas la question de: «Comment je vais l'élever? Est-ce que j'ai de l'argent? Est-ce que je suis suffisamment, avancée dans mon parcours personnel pour accueillir un être humain?» Enfin, tu vois? On se pose pas ces questions. On demande jamais ça aux gens, tu vois? Quand ils annoncent, qu'ils vont avoir un enfant. Par contre, si, j'ai pris du plaisir, en ayant un rapport sexuel et que, je tombe enceinte, bah, là, non. Tu vois? Il faut quand même que je réfléchisse, quoi. «Tu es sûre? Tu veux pas le garder?» Bah, non, parce qu'en fait, à la base, si j'ai en tout cas la plupart du temps pour moi, si j'ai des rapports, c'est pour prendre du plaisir, quoi. Et du coup, avec la plateforme que tu as, enfin l'espace en tout cas que tu as créé avec Moi aussi j'ai avorté sur Instagram, tu as beaucoup de femmes enfin de personnes en tout cas, qui témoignent de leur avortement. Est-ce que tu observes des points communs au-delà du fait de vivre un avortement? Est-ce que tu as un point commun entre ces femmes? Est-ce que bien vivre entre guillemets l'avortement reste une exception? Est-ce que tu en as qui veulent prendre la parole pour dire ça? Tu vois, comment ta communauté interagit avec toi? Je pense que j'attire à moi peut-être des personnes qui me ressemblent un peu, je pense comme dans la vie en général. Hem, donc par rapport aux personnes qui m'ont contactée, via le compte, Moi aussi j'ai avorté, il y a plusieurs choses qui m'ont touchée. La première, déjà, c'est que je pensais être seule à avoir avorté plusieurs fois et j'ai été, contactée par, pas mal de personnes qui ont elles aussi avorté, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et ça m'a fait du bien parce que je me suis sentie vraiment moins seule parce que, comme je te disais, il y a vraiment ce discours autour de, l'avortement qui est une exception donc tu vois, à la limite, bon, si tu as avorté 1 fois, ça se comprend mais en plus en plus de faire face à tout le parcours, quand tu avortes plusieurs fois, il y a encore autre chose qui se joue, tu vois? Donc ça m'a touchée et puis après, j'ai observé dans tous les témoignages que je reçois, hem, plusieurs choses. Je dirais d'abord un manque d'accompagnement, criant. Ça, c'est, toutes les personnes me disent, «Il y a pas d'accompagnement ni pendant et surtout après». Je pense pas qu'on ait toutes, ou tous besoin de faire, une thérapie après un avortement, mais je pense qu'on a besoin d'un temps où, comme on vit de toute façon une chute hormonale phénoménale, il y a forcément un temps de réadaptation et ce temps-là, il n'est pas accompagné ni psychiquement et encore moins physiquement, parce que, moi je sais que j'ai pu parler sur mon compte, du fait qu'après mes avortements, au bout de 9 mois, donc à la date entre guillemets, présumée, si, j'avais, pas arrêté cette grossesse de l'accouchement, j'ai ressenti des choses, parfois physiques et émotionnelles très intenses. Parce que en fait, je pense que le corps garde la trace, en tout cas pour celles ou celles qui en ont conscience, garde la trace de ce qui s'est passé. Et puis en fait, c'est normal que ça mette du temps à s'évacuer, et ça, on n'en parle pas non plus. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient réagi en me disant: «Mais je comprends mieux, moi il m'était arrivé ça et je comprenais pas pourquoi j'étais déprimée ou pourquoi physiquement j'avais eu tel souci» et je m'étais dit: «Tiens, voilà ça on n'en parle pas et je suis contente de savoir que je suis pas la seule, à qui ça arrive» et au-delà de l'accompagnement, quelque chose que j'ai beaucoup observé aussi, c'est, la solitude. La solitude autour du parcours, autour de j'ai beaucoup de personnes qui me contactent en me disant: «J'ai personne à qui en parler» et donc qui me déposent, voilà, ce qu'elles ont besoin de déposer et ça aussi, ça me touche particulièrement parce que je l'ai vécu, personnellement. Le fait la première fois, peut-être que j'en ai parlé à des proches, et puis la deuxième fois, j'en ai parlé à encore moins de monde et la dernière fois, j'en ai quasiment pas parlé parce que c'est difficile ouais, d'être vraiment écouté, sans être jugé, d'être accompagné, et d'être, voilà, rassuré, sans être conseillé. Enfin, voilà, c'est difficile, en fait, d'être accompagné aussi dans ce moment-là, je le dis pas, je le nie pas, mais c'est vrai que j'ai observé que beaucoup de personnes étaient seules et me disaient, «Ouais, je sais pas à qui en parler, je sais pas vers qui me tourner». Parfois le partenaire, ou la partenaire n'est pas au courant. C'est ouais, une grosse solitude et en même temps un instinct de survie. En tout cas, les personnes qui me contactent et qui sont, par exemple, en procédure, d'avortement ou qui sont en train de vivre le process, j'observe que
il y a un instinct de survie qui se met en place où il faut que ça aille vite, en fait. On n'est pas là à attendre, se dire: «Ma nin et je vois, beaucoup de personnes qui me disent: «Ah mais j'ai rendez-vous la semaine prochaine et tout». Et moi qui suis pas dedans, ça me paraît pas loin et je sais que pour elles, elles me disent: «Mais c'est super loin, c'est dans 4 5 Mais jours». ce temps-là incompressible où on te laisse le temps de la réflexion, légalement, tu es obligé de prendre ce temps avant d'avorter et cetera, c'est un temps, mais certes incompressible, mais c'est une horreur. Ce temps-là est une horreur. Quand ta décision est prise, que tu es sûr de toi et qu'on te dit: «Bah, en fait, ce sera dans une semaine», tu es là: «Oh, j'ai 7 jours là à patienter comme ça?» Moi après maintenant tu plus de délai normalement. Ah, c'est vrai? Ouais, avant c'était 1 semaine, puis après c'était passé à 48 heures je crois et il me semble qu'aujourd'hui tu plus, de délai incompressible. Après je pense que c'est à la discrétion, du soignant, c'est-à-dire que si en face, la personne, n'est pas sûre ou a besoin de temps, bah, je pense qu'il y a pas de voilà, ils mettent pas la pression. Par contre, moi je sais que j'ai déjà eu, dans le même temps, le rendez-vous, chez la gynécologue avec, l'échographie et la prise de médicaments, le même jour dans la même demi-heure quoi, tu vois? Ah ouais, d'accord, OK. Tu vois, je savais pas ça. OK, c'est bon à savoir. Mais c'est vrai que déjà pour avoir le rendez-vous, enfin, tu vois, peut-être que là, enfin, tu appelles, pas rendez-vous le lendemain, donc déjà, tu es quand même obligé d'attendre un certain temps avant d'avoir ton premier rendez-vous et là, c'est parce que, je suis passée par un circuit, hem, «privé» entre guillemets, enfin un médecin, heu, dans le cabinet de gynécologie à côté de chez moi, tu vois? Mais après quand tu passes dans un parcours, par exemple, à l'hôpital ou, via le planning et cetera, ça peut tu peux avoir affaire à plusieurs soignants et donc avoir des délais un peu plus longs. Ça me fait penser quand tu parles de solitude, parce que c'est vrai qu'on se sent jamais aussi seul que dans ce type de moment-là où en fait, tout ce qui va se passer, toutes les décisions que tu prends sont uniquement les tiennes, n'incombent qu'à toi et tu vois, il y a vraiment une idée de même si j'ai plein de bienveillance autour de moi, c'est quand même moi qui vais le vivre dans mon corps et cetera. Donc c'est hyper compliqué de se faire accompagner, même si on a plein de personnes autour. Et j'ai remarqué que ton identité visuelle sur le compte Insta, alors je sais pas si c'est entre guillemets une direction artistique propre ou si c'est quelque chose que tu fais par feeling, mais il y a beaucoup de citations écrites de ta main et j'ai l'impression qu'elles sont scannées. Est-ce qu'il y a une idée de rapprochement justement et de casser un petit peu ce mur-là et de te raconter vraiment toi, de donner du toi et pour casser un peu la solitude qu'on peut ressentir? Alors, c'est super intéressant parce que je l'avais jamais vu comme ça. À la base, c'est parti d'un constat très simple qui est, je ne sais pas me servir d'outils, de nouvelles technologies et tu vois, je me disais: «Mais en fait, au final, ma part j'ai tellement besoin de libérer ma parole». Je n'ai pas les compétences technologiques pour faire, un truc, hyper visuel, photoshopé, je sais pas quoi. Je me suis dit: «En fait, la seule chose que je sais faire, c'est écrire et prendre mon stylo» et en fait, c'est vraiment des citations, ouais, que j'écris à la main, et ensuite que je prends, que je prends en photo. Voilà, vraiment bêtement et hem et après là où j'avais pas forcément pensé à la solitude, mais là où je te rejoins, c'est l'idée aussi de se dire qu'en fait, pour moi, s'approprier sa parole et pouvoir la partager, la déposer, finalement, ça demande pas, tant de compétences que ça. Dans le sens Mmh, où, tu vois, ouais. ça c'est finalement, c'est devenu accessible de se dire: «Bah, OK, je prends une photo enfin, j'écris avec, parce que j'aime aussi écrire, hein, donc voilà, j'aime écrire et ensuite le prendre en photo et le déposer simplement. En tout cas, j'avais vraiment envie de me raconter moi, oui, ça c'est sûr, pour, parce que j'ai cette croyance que plus on s'autorise à se raconter, plus les autres autour de nous s'autorisent eux-mêmes à se raconter et c'est là qu'on entre tous en résonance et qu'on peut vraiment débloquer les choses. Sur ton compte Insta, du coup, pour encore reboucler dessus, parce que ça fait aussi partie du sujet, même si ton parcours fait aussi partie du sujet, t'as déjà pas mal d'abonnés, bientôt 1000. C'est cool, c'est un premier gros palier pour le coup. Et t'as beaucoup d'interactions aussi pour encore assez peu de posts. Est-ce que tu ressens qu'il y a un vrai besoin, que cette place-là que t'as prise est un réel besoin et qu'il y a un vrai écho? C'est une bonne question. C'est marrant que tu me demandes ça parce que justement ces derniers jours, j'observais que, tu vois, d'habitude, je pense qu'il y a entre 300 et 400 personnes qui voient mes stories et depuis 10 jours, il y a moins de 100 personnes qui voient mes stories et du coup, ça m'a un peu surprise parce que j'étais là, enfin, non pas que enfin, tu vois, que je regarde particulièrement, mais j'ai senti que, ouais, qu'il y avait
en tout cas moins d'interaction et ça m'avait questionnée et du coup, j'en ai discuté avec une amie et on soupçonne, que le fait que je l'ai partagé et qu'elle poste des photos où on puisse voir un téton ait une légère influence, sur la visibilité qu'on a ensuite sur les réseaux. Tu crois que ça a ému des personnes? Je pense que, en tout cas, elle, je sais que ça lui a fait baisser aussi, sa visibilité et c'est drôle parce que, enfin, moi, je suis quand même plein de comptes où, tu vois, des personnes en train d'accoucher, tu vois des fesses à droite, à gauche, mais par contre, un téton, c'est le drame. C'est dingue quand même. Enfin bon. C'est vraiment la même chose que sur un torse masculin, par contre, Ah oui, ah bah alors faut ça, arrêter ça. ah oui, non, mais et c'est pour ça que moi j'avais envie de partager ça, c'est que, en tout cas à titre personnel, moi j'ai envie de pouvoir être, seins nus parce qu'à la base, hommes, femmes ou autres, on a tous les mêmes. Enfin je veux dire, il y a pas de différence en fait, c'est après la sexualisation vient de ce qu'on en fait et du rapport qu'on a, mais en réalité, il y a pas à sexualiser, un téton et C'est de l'anatomie à ce moment-là. exactement. Et bref, voilà. Mais du coup, sinon, oui, je suis hyper contente, que bientôt 1000, je sais pas, mais en tout cas, je suis hyper contente de voir que, bah, que ça répond, à un certain besoin de partager autour de ces thématiques. De voir qu'on est plusieurs aussi à avoir des comptes sur l'avortement, ça me réjouit hyper fort parce que, bah, déjà, je trouve qu'ensemble, on va plus loin. Et d'avoir des voilà, en plus, on a toutes, je trouve, des styles différents, donc c'est, vraiment hyper chouette, d'échanger, autour de ça. Par contre, là où, tu vois, je suis un peu moins enthousiaste, c'est que je suis quand même des hashtags et donc je vois que, des comptes, anti-choix ou anti-IVG ont des milliers d'abonnés et je comprends pas. Je me dis: «Mais attends, comment nous, à nous 3 ou quatre, 5 comptes autour de l'avortement, on peine à peine à deux, enfin, tu vois, à avoir 2 000 abonnés si on se cumule toutes, ou 3 000, je sais pas, mais et eux, ils ont déjà ce compte-là à eux seuls, quoi». Et je me dis: «Je comprends pas». Donc ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont prêts à aller liker une page anti-IVG que de personnes qui sont prêts à aller liker une page pro-IVG, tu vois? Basé sur un truc répressif en plus, venez, on like des trucs positifs et dans le développement. Bah, ouais, du coup, ça me questionne par contre, tu vois? Je me dis: «Tiens, Ouais, ouais. d'un côté, je suis hyper contente de l'écho que ça a et d'un autre côté, je me dis: "Tiens, mais pourquoi ça n'en a pas plus?"» Tu vois? Est-ce que c'est parce que ça reste tabou? Parce qu'au final, ça touche, tu vois, 2 personnes sur 3 avec un utérus, donc au final, c'est beaucoup. Moi j'avais 1/3. Oui, un sur 3, pardon. C'est ça? Je me suis OK. trop Non, non, enflammée. mais c'est pas grave. Genre, toujours plus. Toujours plus loin. Exactement. Exactement, une sur 3, ouais, qui était d'ailleurs le nom du compte au début. J'avais mis, Ah ouais? ouais, j'avais fait une sur 3, puis après j'avais fait une femme sur 3. Non, non, j'avais fait une femme sur 3 ou une sur 3, et après j'avais fait un tiers des femmes. Et après je suis devenue moi aussi j'ai avorté parce que, bah, parce qu'on est en 2021 et qu'en fait parfois j'en ai un petit peu marre de cette, ouais, Nomenclature de genre. ouais. Homme-femme et pourtant c'est hyper difficile de s'en séparer, hein, parce que, bah, j'ai quand même, je n'ai que 33 ans, mais j'ai quand même été hyper fort, éduquée là-dedans et donc Mmh. déconstruire tout ça, c'est pas facile même même dans le discours quand on parle, je me rends compte que, ouais, j'ai la femme et l'homme facile, quoi. Je viens de claquer des doigts à côté du Ouais. micro. Pas du tout la bonne C'est idée. pas grave, c'est pas grave. Tu es animée Solène. C'est bien. Mais écoute, c'est marrant, c'était une question que je voulais te poser justement, parce que tu as une IGTV notamment, et puis certaines stories, etc., que j'ai vues où tu fais très attention à utiliser le langage inclusif. J'allais te demander si c'était important pour toi en termes de combat, de déconstruction, etc. Ouais, c'est hyper important en tout cas pour moi, d'essayer d'être inclusive. Après je pense que je le suis pas, certainement pas assez, tu vois? Même je repense à ces vidéos où, j'ai galéré pour essayer de mettre des sous-titres parce que je me suis dit: «Bah, OK, ça peut être, enfin voilà, c'est aussi inclusif, de pouvoir, avoir, les sous-titres». Mais, ça demande une fois de plus des compétences techniques, que je n'ai pas forcément, donc, à bon entendeur, à ceux qui nous écoutent. Mais, C'est ce que j'allais dire. ouais. Si quelqu'un a envie de bosser et faire les sous-titres. Ouais. Mais non, mais en fait, on dirait que c'est tellement simple, mais en vrai, enfin, tout ça est quand même assez complexe quand on n'est pas habitué. Et ouais, ça me tient à cœur d'essayer d'être inclusif
Bah, parce que je pense qu'on vit dans des sociétés qui ont évolué et qu'en fait, moi-même, je suis fatiguée aussi de ça, tu vois? Et même au-delà de la question de genre, qui me touche et qui m'intéresse, il y a aussi le fait de dire que quand je vais dire, 1/3 des femmes, bah, au final, comment j'inclus aussi, les autres dans ce combat? Parce qu'en fait, ça reste un combat, l'avortement. C'est un droit qui est menacé partout dans le monde, qui ne va pas, vers plus de liberté en France. Donc ça reste quand même un combat à surveiller et je me dis: «Comment inclure les autres aussi?» parce que à force de toujours dire: «Oui», et pourtant je suis la première à le dire, tu vois? 1/3 des femmes, mon corps, mon choix. Oui, évidemment, mon corps, mon choix, mais en même temps, comment j'inclus l'autre pour que l'autre se sente concerné par le fait que ce soit mon corps, mon choix et que du coup, ce soit important de le défendre, tu vois? Mmh. Et Ouais, bien sûr. et j'ai voulu ramener le compte sur moi aussi j'ai avorté, sur l'acte plutôt que sur la personne qui le vit. Et du coup, c'est pour ça que ça vient toucher le genre, mais par ricochet, j'ai aussi envie de toucher, tu vois, la sémantique autour de ça et les conséquences que ça a ensuite dans la représentation qu'on a, de l'avortement. Ouais, c'est libérer la parole, mais c'est encore plus largement que sur le sujet, de base, quoi. Libérer la parole vraiment. Ouais et puis j'ai hâte aussi d'entendre, heu, ouais, des enfin, différentes personnes parler d'avortement, quoi. De qu'elles l'aient vécu dans leur corps ou pas, qu'elles l'aient vécu dans un corps de femme ou pas, tu vois? De sentir que c'est un sujet qui nous cons enfin, qui nous concerne tous beaucoup plus parce qu'en fait, même si tu vois, si on dit que ça concerne une femme sur 3, bah, ça concerne du coup, un homme sur 3 aussi. D'ailleurs, en parlant de ça, alors je vais revenir sur un langage exclusif parce que je ne sais pas comment tourner cette question autrement, mais avec notamment la playlist LGBT qui existe sur le podcast Vivons la nuit, j'espère que une grande partie des auditeurs vont comprendre que je suis pour le langage inclusif, mais cette question, je ne sais pas comment la tourner autrement. La population de tes abonnés, du coup, est principalement composée de femmes, d'hommes, de... Est-ce que tu as les deux? Est-ce que tu observes aussi des regards masculins sur ce qui est l'IVG et des hommes qui veulent du coup s'engager aussi avec toi dans ce combat-là pour... on parlait du fait de normaliser, alors c'est pas le bon mot, mais en tout cas, encore une fois, libérer la parole autour de ça. Et tu vois, là, ma première réaction, ce serait de te dire: «Et pourquoi normaliser, ce serait pas le bon mot?» Parce qu'en fait, normaliser, pour moi, enfin, vraiment, tu vois, c'est des questions que je me pose et après, je suis hyper ouverte à l'échange, hein, mais pour moi, normaliser, ça veut dire rendre normal au sens et puis après, bon, on peut questionner, l'intérêt de la norme dans une société, surtout quand on parle de déconstruction, tu vois? Mais rendre normal, ça veut simplement dire que comme ça fait partie du parcours gynécologique des personnes avec un utérus, bah, du coup, en fait, c'est normal d'en parler, comme c'est normal, d'aller faire un frottis, tous les 2 ans ou tous les ans, comme c'est normal, ouais, de prendre soin, de vérifier, de s'informer. Enfin, tu vois, je trouve qu'on attribue au mot normalité, finalement peut-être, une définition qui serait peut-être pas la bonne. Mais, en tout cas, pour te répondre, la plupart des abonnés, sur Moi aussi j'ai avorté sont, des personnes considérées comme des femmes, je dirais entre 18 et 50 ans. J'ai très peu de contacts, ouais, avec des personnes qui se reconnaissent, hommes et après moi, ça m'intéresse à titre, personnel. Du coup, j'ai écouté, des podcasts où des hommes parlaient, d'avortement ou alors il y a un super documentaire, sur, enfin où on voit, 5 ou 6 hommes, raconter, leur avortement. D'accord. Et ça, c'est super, enfin, c'est super intéressant, super émouvant. Je pense que je l'ai regardé, j'ai pleuré, j'étais hyper touchée de me dire, parce que c'est pas forcément facile aussi, dans la relation de parler avec son partenaire de ça, d'avoir vraiment le ressenti sur le moment et donc d'entendre des personnes en parler a posteriori, et de l'avoir vécu de l'autre côté, bah, c'est ouais, pour moi, c'était super touchant, super émouvant et de me dire qu'en fait, on est ensemble. On a tous une part à jouer, en tout cas, pour rendre ce droit-là moins précaire, rendre cet accompagnement plus présent. Enfin, Exactement. en parlant de ça, du coup, de précarité de ce droit, tu faisais aujourd'hui une story sur l'opposition du président à l'allongement des délais pour l'IVG. Est-ce que tu peux nous raconter, alors ta position, j'imagine que je l'entrevois, mais si tu veux passer dessus, ça m'intéresse. Et qu'est-ce que ça engendre? Comment ça peut s'expliquer? Quel est ton regard là-dessus?
Alors moi, ma position, c'est, moi, je serais presque un peu, comme, comme au Canada. Je serais presque, enfin, j'aurais presque envie de dire, est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité d'avoir le choix, tout au long de la grossesse? Je sais que les anti-choix vont dire: «Mais c'est une aberration, vous imaginez», bah et j'ai envie de répondre: «Maintenant, j'imagine pas parce que je connais très peu de personnes, qui ont envie d'avorter à 8 mois de grossesse, en fait». Donc parce que j'ai envie de leur dire, de toute façon, hormonalement, il se passe des choses qui font que c'est compliqué. Puis on a rarement envie d'avorter, même à 5 semaines, hein, d'ailleurs. Ah, ça c'est clair, mais pareil, hein, tu vois? Une fois de plus, généralement, quand on le vit pas dans son corps, les enfin, les je trouve que c'est facile d'en parler, mais et tu vois? Et j'en reviens sur la vitesse à laquelle, moi, les personnes qui me contactent veulent avoir un rendez-vous et veulent que ça aille vite et plus vite. Donc quand on vient me dire: «Oui, les personnes qui veulent avorter, il faut pas leur laisser, l'opportunité, de prendre leur temps, machin», mais moi, je connais personne, qui s'est dit, «Ah génial, bon, bah, non, je vais prendre une petite semaine pour réfléchir ou 2 ou 3 et puis attendre le dernier moment. Parce qu'on sait qu'on vit quand même dans un pays, un pays quand même hyper procédurier donc bah, tu vois, il faut prendre un rendez-vous, 2 rendez-vous, peut-être enfin, tu vois, tout le monde n'a pas non plus la chance de d'av enfin, l'opportunité de pouvoir faire ça en un seul rendez-vous. Donc ça a quand même, une certaine, bureaucratie aussi, hein. Donc moi, je suis vraiment enfin, ma position personnelle, c'est de me dire, j'aimerais qu'on puisse avoir le choix tout le temps. J'entends pour plein de raisons que ce soit pas, possible, ou envisageable et c'est aussi, défendable, c'est OK. Par contre, je trouve ça très regrettable, que le président de la République, s'oppose à l'allongement des délais légaux de l'accès à l'avortement, sachant que ça concerne, on a quand même les chiffres, jusqu'à 5 000 personnes par an qui sont obligées de se rendre à l'étranger et donc si ça en concerne 5 000 qui ont les moyens et l'opportunité d'y aller, combien de personnes, ça concerne qui n'ont pas cette possibilité-là? Donc au final, je trouve ça vraiment, inquiétant même, heu, à l'heure actuelle d'avoir ce genre de position et de réflexion puisque dans l'article, heu, en tout cas ce qu'il en ressort et ce qu'a partagé aussi le planning familial, c'est, heu, que si on en arrive à ce stade-là, c'est que la société serait en échec et donc on n'a pas accompagné, les personnes comme il faudrait. Mais là où je rejoins le planning, c'est que c'est pas ça, c'est qu'en fait, l'avortement est une chance et il y a pas d'échec puisque on en revient à la question enfin, au problème de base. À partir du moment où on a un rapport, on prend un risque, point. Donc il y a pas d'échec de la société. Après, je pense pas que allonger les délais, fasse qu'il y ait plus d'avortements, en France, bien au contraire. Mais je pense que ça sécuriserait et ça diminuerait, les disparités, d'accès et les difficultés d'accès qu'on est en train de rencontrer et qu'on va rencontrer de plus en plus dans les années à venir. Demain, on n'aura pas accès, à l'avortement comme on a accès aujourd'hui. Ça, c'est une réalité, il faut en avoir conscience. Demain, il y a de plus en plus de médecins qui vont refuser de pratiquer des avortements et ça, il faut le savoir. C'est vrai, on sait ça? Ah oui, on le sait, bah, il y a un super, podcast, en 4 épisodes, je fais la pub sur France Culture. Mais c'est super. D'ailleurs, ça fait plusieurs fois que tu cites des sources. Je veux bien que tu me les donnes en off et que je les mette dans la description si ça intéresse des gens. Bah, ouais, pas de souci, avec plaisir. Donc un super LSD sur France Culture sur, l'avortement et de plus en plus de gynécologues et de médecins se positionnent contre la pratique de l'avortement et de plus en plus de jeunes. Donc non, non, c'est une réalité et c'est en train d'arriver, mais on en parle très peu. Mais c'est en train d'arriver. Et moi, je m'en suis enfin, j'ai été confrontée à ça, dans mon parcours, quoi. J'ai vu à quel point c'était compliqué de trouver, quelqu'un qui voulait pratiquer ou qui pouvait pratiquer, l'avortement. Quand on parle de la précarité de ce droit, pour le coup, on déconne pas, quoi. Ah non, non, c'est moi, enfin, vraiment, je pense qu'on va au-devant de grandes difficultés. C'est un peu comme partout, c'est que c'est en train de se mettre, en place de façon tellement, lancinante, et cetera qu'on enfin et insidieuse, on s'en rend pas compte. On se rend pas compte que en fait, bah, il y a des plannings, qui sont attaqués. Il y a eu Nantes, il y a eu Paris, ils utilisent les mêmes chartes graphiques et ça veut dire qu'eux, ils ont les moyens d'imprimer des stickers, en fait et que nous, les pro IVG, on n'a pas ces moyens-là, pour le moment.
Donc on reste encore dans ce tabou où finalement ces personnes-là ont le choix, enfin ont le choix. Ces personnes-là ont de la voix alors que nous on n'en a pas, enfin ils ont de la visibilité. Pour parler d'eux assez rapidement, parce qu'on va pas risquer de leur faire de la pub quand même, mais les personnes qui sont anti-IVG, anti-choix, etc., souvent se basent sur une catégorie un peu éthique et bioéthique qui raconterait qu'on est en train de couper une vie, qu'on se rapproche du crime, du meurtre, etc. Et tout ce genre de discours qu'on connaît malheureusement un peu trop. Comme tu m'as confié juste avant le podcast que tu avais fait un peu de droit, enfin un peu beaucoup de droit même, est-ce que tu peux nous expliquer juridiquement quelle est la place de l'embryon à ce moment-là et on sait que la loi et les mœurs, c'est pas tout à fait la même chose, mais l'un implémente un peu l'autre. Est-ce que tu peux nous raconter au niveau légal comment ça se passe? Alors déjà moi j'aimerais quand même, enfin je sais pas si c'est intéressant pour ton épisode ou pas, mais moi je fais aussi très attention à la façon, enfin en tout cas j'essaye de faire attention à la façon dont je parle, Mhm. des mouvements, anti-choix. Ok. Et j'ai pu en faire, un post sur mon compte parce qu'ils se revendiquent souvent pro-vie, et c'est un terme vraiment qui m'insupporte parce que ça voudrait dire que donc sont pour la vie ceux qui sont contre le choix, des personnes qui veulent, avorter et donc hem, contre l'IVG. Mais donc du coup, si moi je suis pour l'IVG, ça veut dire que je suis anti-vie. Et je trouve qu'en fait, c'est là où ils sont hyper forts, c'est que par des biais, de communication et de rhétorique, floue, ils arrivent à faire croire que en empêchant les personnes de choisir, heu, sur la façon de disposer de leur corps, ils sont pour la vie. Alors qu'en fait, quand on empêche quelqu'un de choisir, a priori, pour moi, on est contre la vie, tu vois? Donc moi, je m'interroge beaucoup sur ces dénominations et après, d'un point de vue juridique, en fait, il faut savoir que, l'embryon ou le fœtus n'a légalement aucun statut. Ça veut dire qu'il n'a ni droit ni devoir. Il n'a pas la personnalité juridique. Il n'existe pas sur la scène juridique. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on peut dire il n'existe pas? C'est correct? Oui, c'est correct. Puisque pour exister sur la scène juridique, pour avoir ce qu'on appelle en droit la personnalité juridique, il faut être né, vivant et viable, ce qui veut dire qu'il faut être sorti, du corps, heu, de la personne qui porte l'enfant pour vivre, heu, de façon autonome et viable et donc ça n'est que là qu'on considère que cette personne aura des droits et des devoirs. Hmm, ok. Après, comme je te disais, il y a quelques exceptions pour les en cas de succession, par exemple, si, un des 2 parents, décède pendant la grossesse, on peut reconnaître rétroactivement, des droits au fœtus ou à l'embryon, mais une fois encore, que s'il est né vivant et viable. Donc c'est-à-dire que quand on me parle, de vie à un stade, je suis désolée, mais, on va parler un peu crûment, on prend un embryon ou un fœtus, qui a, 3 semaines de fécondation, on le sort de l'utérus, il ne vit pas, il n'est pas vivant et viable, il ne se développera pas. Ça n'est scientifiquement pas possible. Donc en fait, on ne peut pas octroyer de droits ou appeler ça la vie, parce qu'après ça a des conséquences, hem, importantes sur, tout le reste de ce qu'on est en train d'envisager dans notre quotidien. Par exemple, le meurtre, l'homicide ou, oui, l'homicide, par exemple, j'ai un accident, je renverse une femme enceinte, je ne suis pas accusée d'un double homicide. En tout cas en France, je peux être, enfin, c'est un peu glauque les exemples que je donne, mais bon bref. Non, mais c'est clair au moins, c'est très clair. Ou en tout cas, je tue une femme enceinte, ou je tue une personne enceinte, voilà, on va dire sans rigoler, mais je tue une personne enceinte, je ne suis pas responsable, d'un double meurtre puisque, en France, on ne reconnaît pas de statut au fœtus ou à l'embryon, donc je ne serai responsable que du décès, de la personne qui portait, le fœtus ou l'embryon et j'ai envie de dire encore heureux, parce que si on ouvre cette voie-là et moi c'est toujours ça qui me fait rire avec les anti-choix, c'est que si on ouvre cette voie-là, est-ce qu'on peut parler de, tous ces embryons, de tous ces,
ovocytes fécondés dans un certain nombre de frigos en France ou J'étais en ailleurs, train d'y penser. mais Ouais. mais qui se bat pour leurs droits à eux? Personne. Parce que s'ils ont des droits, mais pourquoi ils vont pas faire péter les labos, les machins, les trucs et tout? C'est pareil et finalement, quand c'est pour servir certains intérêts, là, ça a du sens, comme celui de procréer. Donc on en revient, tu vois, à la procréation, à la différence qu'on peut faire entre procréation et sexualité. Mais quand c'est, voilà, pour, juste prendre du plaisir, non, quoi. Merci pour le point juridique, du coup. Le point juridico-légal. Je sais pas quel est le terme le plus approprié. J'ai vu que tu avais assez récemment lancé des cercles de parole, en tout cas un, via Zoom, qui peut-être précède un projet qui va arriver bientôt, qui serait peut-être une création de podcast. Bah, oui, j'ai en fait, moi, j'ai participé je participe, depuis plusieurs années à des cercles de parole, qu'on peut appeler cercles de femmes, hem et ça m'a beaucoup, beaucoup aidée à libérer ma parole, à raconter mon histoire, hem et à prendre conscience de mon besoin d'en parler, en fait. Et c'est pour ça, que j'ai eu envie de proposer des cercles de parole autour de l'avortement, donc réservés aux personnes, qui ont vécu, un avortement, pour qu'elles se sentent, enfin pour qu'on s ouais, pour qu'elles se sentent suffisamment en sécurité de raconter, cette histoire, cette expérience à des personnes qui ont vécu la même chose. Parce que moi, je sais que dans d'autres cercles, j'ai pu avoir du mal à en parler parce que, il y avait des personnes qui cherchaient à avoir un enfant, il y avait des personnes qui avaient des difficultés à procréer et donc je me sentais pas, légitime ou à ma place d'en parler à ce moment-là. Et donc je voulais créer un double espace sécurisé pour que, la parole puisse, circuler. Et donc c'est des espaces où on se retrouve pour le moment, sur internet, mais j'espère un jour en vrai. Hem, pour, que voilà, à tour de rôle, on puisse, raconter un bout de notre expérience, sans qu'on ait besoin de se répondre, les unes les autres ou de se donner un avis et ça, c'est hyper important parce que savoir écouter, c'est une clé aussi pour mieux se comprendre soi-même, en fait et savoir vraiment écouter sans réfléchir à ce qu'on a besoin ou envie de dire à cette personne. Simplement écouter et prendre sa parole telle qu'elle est et savoir l'accueillir, c'est pas si facile que ça, en réalité. Et donc voilà, ça c'était ma première idée et en tout cas très vite, j'avais aussi envie d'offrir cette parole, à un plus grand nombre et de me dire: «Mais pourquoi on ne pourrait pas raconter nos histoires, d'avortement?» parce que, au-delà de la difficulté de parcours, bah, il y a des expériences, extraordinaires à raconter. Moi, je vois en tout cas le peu de personnes à chaque fois quand elles me racontent leur histoire, je vois la détermination, la force qu'il faut, pour se lancer, dans un processus qui est pas simple comme on a pu le dire plusieurs fois en France. Je vois aussi, les changements que ça a pu opérer dans le quotidien, ou sur le long terme, dans la vie des unes et des autres et ça, c'est super intéressant aussi de se dire: «Bah, tiens, telle personne, elle l'a pris comme ça et puis après ça a modifié sa vie de telle façon» et donc moi, ça me permet de voir sur comment ça a modifié, ma vie aussi. Comment va s'appeler la chaîne? Est-ce que tu le sais déjà? Je pense que je vais garder le même nom. Ce sera «Moi aussi j'ai avorté», parce que, bah, toujours cette envie de recentrer la parole autour de l'acte plutôt qu'autour des enfin, c'est ça qui est étrange, c'est que c'est recentrer la parole autour de l'acte tout en laissant les personnes parler. Ouais, vraiment recentrer autour de l'acte, voilà. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. Pour être honnête, j'ai vraiment adoré passer ce moment avec Solène. On a tellement accroché qu'on est parti sur un projet pour son compte, projet auquel je suis hyper fière d'avoir participé. Pour finir, j'aurais juste envie de te dire que moi aussi j'ai avorté, et ça va. Promis, ça peut aussi aller bien, et ça peut aussi être un peu moins destructeur que ce qu'on peut penser. Je profite de cet outro pour te passer un petit message à toi qui m'écoutes, si tu as envie de me raconter une partie de ta vie, que tu as très mal ou très bien vécu d'ailleurs, ou que tu as envie de faire passer un message pour que d'autres comprennent, se projettent, se sentent mieux. Écris-nous sur Insta sur le compte Vivons la Nuit Podcast, ou par mail, je te mets l'adresse en description.
En attendant de te rencontrer pour écouter ta belle histoire, prends soin de toi et bonne nuit.